Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Vercoutre, directeur général de Marco Vasco. Bonjour Alexandre. Bonjour Ariane. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux nous dire si durant ton enfance, il y avait des signes précurseurs, des signaux faibles de la tournure qu'a pris ta carrière professionnelle par la suite? Je viens de Dunkerque, donc j'ai passé les 18 premières années de ma vie. Alors peut-être que quand on en vient de Dunkerque, ça donne envie de voyager, je sais pas. Non mais blague à part, c'est une question difficile parce que je pense que voilà, si j'essaie de me replonger un petit peu dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'ai des souvenirs, voilà, à l'école, dans le sport, ou peut-être que je prends un peu le lead, peut-être que voilà, j'ai des souvenirs à la récréation des copains qui venaient me voir en me disant voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on organise le jeu de la récré. J'ai été aussi parfois capitaine d'équipe de foot à l'ESSEC, donc où j'ai fait ma scolarité après la prépa. J'ai aussi entraîné l'équipe de foot féminine, donc on pourrait penser que voilà, il y avait peut-être en moi la capacité à diriger, à embarquer, à entraîner, enfin bref, ce qu'on entend d'un dirigeant, d'un leader, d'un manager. Mais à côté, j'ai aussi, je pense que voilà, si je me replonge dans mes souvenirs, des moments où j'ai dû avoir des comportements plus individualistes ou plus effacés. Je me souviens dans le club où je jouais, suivant l'équipe dans laquelle je jouais, je pouvais être plus ou moins effacé. Ça, c'est moins quand même le comportement qu'on peut attendre d'un leader. Donc, il y a un peu de tout ça. Et donc, bref, pour répondre vraiment à la question, est-ce qu'il y a des signes? Je sais pas. Je pense c'est surtout des traits de caractère. C'est un peu en soi, ça se manifeste un peu dans l'enfance. Et sans doute que je les avais. Voilà, le fait de pas lâcher, d'être un peu curieux de tout, de vouloir aller de l'avant, d'aimer quand même embarquer les groupes. Sans doute que ça a joué un peu sur le parcours et sur le rôle que j'occupe aujourd'hui chez Marco Vasco. Alors du coup, raconte-nous l'histoire de petit Alexandre jusqu'à Alexandre, patron de Marco Vasco. Petit Alexandre, donc je suis né il y a 43 ans. J'ai fêté mes 43 ans il y a pas très longtemps. Et je dis mais on est né puisque j'ai un frère jumeau. Donc on a grandi tous les deux à Dunkerque, dans le nord de la France. Ensuite, on a poursuivi des études. Alors moi, j'ai poursuivi en prépa à Valenciennes. Et puis à l'issue de cette prépa, j'ai intégré l'ESSEC. Voilà, j'y ai fait ma scolarité avec un cursus quand même plutôt finance. Et ce cursus finance m'a amené à avoir un début de carrière professionnelle dans l'audit et le conseil. À l'ESSEC, on avait l'opportunité déjà à l'époque de faire l'apprentissage, ce qui permettait de financer une bonne partie de la scolarité, ce qui était pas mal puisque mes parents devaient à la fois financer la scolarité de mon frère et la mienne, donc je pense qu'ils étaient assez contents, on était tous contents de pouvoir avoir cette formule-là d'apprentissage.
Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de continuer à l'étranger, à New York, là en banque. Je suis revenu en France en 2007 ou 2008, où j'ai exercé dans un cabinet de conseil en conseil financier, en évaluation financière. Je reviens en fait au moment de la crise ou juste après la crise des subprimes. Et donc le secteur financier est quand même sévèrement touché. Je suis revenu à Paris. J'ai eu l'opportunité de rejoindre donc le cabinet de Phelps, qui est un cabinet de conseil financier particulièrement spécialisé sur l'évaluation. Et puis voilà, au fil des missions, puis arrivant voilà à ce fameux passage, est-ce qu'on devient manager, est-ce qu'on veut aller plus loin? Voilà, c'est cette fameuse question. Et puis je me la suis posée. Puis finalement, j'ai préféré opter pour voilà. J'ai été chassé. J'ai eu une opportunité de rejoindre un grand groupe international de négoce de matières premières agricoles, qui est le groupe Louis Dreyfus Commodities, et en tant que bras droit du CFO du groupe. Donc c'était vraiment une belle opportunité. Une opportunité d'élargir vraiment le spectre à toute la finance d'entreprise. Donc là où finalement sur l'évaluation financière, on touche quand même qu'un tout petit bout, quelque chose de quand même d'assez spécifique, d'assez pointu. Et donc j'ai exercé ce rôle-là pendant plusieurs années, ce qui m'a permis de toucher à la fois à des problématiques des sujets de trésor, de contrôle de gestion, de consolidation, de fiscalité, enfin ça balaye assez large, d'acquisition. Et puis en fait tout ça, là à nouveau j'ai été chassé pour le poste de DAF, de CFO de cette fois-ci de Marco Vasco, donc on y vient. Et je suis arrivé en avril 2015. Puis après voilà, le périmètre s'est étendu, je suis devenu CEO. La société a été rachetée par le groupe Figaro et à partir de 2018, j'en suis devenu le DG. Donc ça fait un peu plus de 5 ans, quasiment 6 ans. Et alors, depuis que tu as intégré Marco Vasco, peu importe le poste sur lequel tu étais, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Disons que, on va dire que dans le voyage, quand même, le produit fait rêver. Il faut faire rêver, ça génère des émotions. Et donc, il y a ce côté émotionnel qui est quand même assez fort et qu'il est quand même voilà nettement moins dans les secteurs que j'avais pu connaître avant. Disons que le plan comptable ou le sac de riz chez Dreyfus fait quand même moins rêver que le voyage en Polynésie, en Tanzanie ou en Argentine. L'univers du conseil et de la finance est quand même assez aseptisé. Et donc d'arriver comme ça dans dans ce monde-là, débarquer dans ce monde-là où j'ai senti tout de suite qu'il y avait une relation au produit qui était quand même très très différente, avec beaucoup d'affect, dans une entreprise aussi qui était jeune, puisque Marco Vasco devait avoir 7 ou 8 ans d'existence quand je suis arrivé, donc entreprise très jeune, start-up qui avait connu une croissance vraiment très très forte. Donc voilà, c'était un peu le choc des deux environnements. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué, moi, quand je suis allé. Et alors, depuis que tu y travailles, j'imagine que tu as dû faire quand même quelques voyages et que tu dois avoir quelques anecdotes croustillantes. Est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes? Bizarrement, je pense que j'ai plus d'anecdotes de voyages avant d'arriver chez Marco Vasco, donc plutôt à titre personnel que depuis que je suis chez Marco Vasco, où je voyage aussi moins parce que ma fonction impose moins de voyager. Voilà, c'est plus donc les conseillers qui voyagent et c'est bien normal. Tout à l'heure, on parlait de signes précurseurs. Il n'y a pas eu, je pense, dans l'enfance, mais c'est en discutant avec vous, en y réfléchissant un petit peu, j'ai quand même finalement pas mal voyagé quand j'ai commencé à en avoir eu les moyens. Et quand j'étais aux États-Unis, j'en ai vraiment profité pour découvrir toute la côte Est, la côte Ouest, me balader un peu aussi au Canada, au Mexique. Et je sais qu'une fois, j'ai quand même eu une expérience qui m'a marqué. J'avais décidé de faire une descente de rivière en canoë dans le Yukon,
qui est un État du Canada. Et en fait, je partais de New York. Donc, je faisais New York, Montréal, Montréal, Vancouver, Vancouver, Whitehorse. La phase de réservation s'était faite par Internet. J'avais eu aucun contact avec l'organisme qui gérait ça. Faut se replacer dans le contexte, c'est quand même quasiment 20 ans en arrière. Donc le rapport à Internet, il est quand même un peu différent aussi. Mais bref, je me suis senti très en confiance, donc je réserve, je paye, me voilà parti de New York, donc je fais ce trajet-là. C'est un trajet quasiment d'une journée, donc j'arrive à je sais pas minuit, et puis le réceptif qui devait venir me chercher m'avait oublié. Et donc les minutes passent, voilà, l'aéroport se vide. Comme le trajet a été long, j'ai fini par m'endormir, mais voilà, je me réveille et je sens qu'il y a un truc un peu bizarre. Sauf que on n'a pas de smartphone, j'ai pas accès à ma boîte mail, j'avais pas les documents, j'avais plus forcément tout à fait en tête le nom du réceptif. Et là, je me dis, oula, ça va être compliqué. Je me souviens que dans le programme, le lendemain, je pars à 8 heures et on va ramer dès 8 heures, quoi. Et là, je me souviens avoir vu un espèce d'énorme bottin dans la seule cabine téléphonique de l'aéroport. Et je me dis, bah, de toute façon, perdu pour perdu, je vais peut-être retrouver le nom du réceptif. Et je me suis rappelé que le réceptif, il avait un nom à consonance allemande. Et je me suis rappelé de la première lettre. Et puis voilà, dans le bottage, j'ai finalement réussi à retrouver assez rapidement le numéro de téléphone. Je les ai appelés, bien évidemment, ça n'a pas décroché tout de suite. Je me suis dit, oh là là, c'est vraiment très, très compliqué. Et puis finalement, j'ai rappelé une deuxième fois et voilà, il m'a donné les informations pour les rejoindre. Je suis arrivé à 3 heures du matin, 3h30. Je rentre dans la chambre, je pensais que voilà, j'aurais le temps de me reposer. Et puis je partageais la chambre avec la personne avec qui j'allais partager le canoë. Lui, il était complètement jet-lagué. Il voulait pas dormir. Je dis, non, je suis désolé, c'est pas possible. Faut vraiment que je dorme. Ça va être l'enfer. La nuit s'est passée. Enfin, les 3-4 heures sont passées. Puis voilà, à 8 heures, on démarre sur le lac, vent de face. Et je sais pas, il fallait faire une journée de rame. Donc ça a été l'apocalypse. C'était la première fois que je fais ça, mais je suis assez coutumier des grandes premières. J'étais explosé, ça n'avançait pas, on prenait des 100 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre dans la vue avec le reste du groupe. La guide revient me voir, elle me dit ça va pas être possible, il va falloir quand même ramer plus fort. Mais je dis mais ça va être impossible. Puis finalement ça a fonctionné. Voilà, le canoë à un moment donné a failli se retourner. On était, je sais pas, peut-être 6-7 canoës. On se partage les aliments, les réchauds. Et voilà. Et donc faut pas que le canoë se retourne parce que ça met vite le groupe en danger. Donc voilà, ça c'est une anecdote de voyage parmi d'autres, hein. Puisque t'aimes bien ramer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton parcours professionnel et notamment, on va rentrer un peu dans le dur. Est-ce que t'as fait des grandes erreurs et surtout, qu'est-ce que t'en retiens? Déjà des erreurs, je pense qu'on en fait tous les jours, chaque semaine. Et des grandes erreurs, il y a une chose qui me marque quand même. En fait, quand je suis arrivé en 2015 chez Marco Vasco, assez rapidement, le fondateur, Geoffroy, voilà, me dit, ça fait quelques mois que t'es là. Finalement, c'est quoi ton feedback? Ce que t'as remarqué, ce qui te choque, ce qui te surprend? Donc, bien évidemment, moi, je venais d'un environnement, je venais de l'univers du conseil, puis de l'univers de la grande entreprise avec des choses quand même assez structurées. Et j'avais atterri dans une start-up où il y avait, voilà, forcément plein de choses à mettre en place, du cadre, des choses qui m'avaient surprise, qui prenaient beaucoup, beaucoup de temps et qui touchaient à la rémunération, en fait, des commerciaux. Et les commerciaux, ça représente à peu près 2 tiers de la population de Marco Vasco. Donc on avait un plan de prime qui était compliqué avec plein de, je dirais, plein de dimensions, plein de
plein de petites primes. C'était compliqué à mettre en place, c'était compliqué à suivre, ça prenait du temps, aux managers commerciaux, à la finance, au RH. Et donc, je lui dis, voilà, il y a vraiment une perte de temps. Je pense qu'on n'optimise pas. On tire peut-être pas le meilleur non plus de tous nos commerciaux. Bref, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut changer. On en discute en comité de direction. Voilà, tout le monde est d'accord. Super, on se tape dans la main, on y va. On se fait accompagner par un cabinet de conseil. On structure quelque chose. On est tous d'accord. Et puis vient le moment où voilà, il faut partager, communiquer cette information-là donc à l'ensemble de la force de vente. Et je pense que déjà c'est une communication qu'on devait faire à plusieurs. Mais comme c'est quand même les sujets de rémunération, de primes, c'est un peu la patate chaude, assez rapidement, je me sens un peu isolé sur ce sujet et je pense que je sous-estime complètement l'impact que ça va avoir sur les équipes avec, voilà, toujours ce sentiment qu'on va forcément être perdant et que c'était mieux avant. Et disons que les premières semaines et les premiers mois sont assez tendu. Bien évidemment, quand il y a une équipe qui sous-performe, bah c'est de la faute du plan de prime. Dès qu'il y a un problème, c'est de la faute du plan de prime. Et du nouveau plan de prime, c'est devenu mon nouveau plan de prime. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui n'étaient pas parfaites et sans doute que ça a manqué peut-être de co-construction aussi avec les premières personnes concernées en amont. Et donc, de cette erreur, ce que je retiens, c'est que c'était sans doute le manque de préparation de la communication, le manque de co-construction, même si encore une fois, à l'arrivée, c'est une bonne décision qu'on a prise. Disons comme baptême du feu dans l'entreprise, ça a été un moment. Voilà. Et alors, à contrario, est-ce que tu as des grandes satisfactions ou des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier? Je suis assez content de la façon dont Marco Vasco a évolué ces dernières années. J'ai le sentiment quand même qu'on a réussi à conserver l'ADN des premières années, les valeurs, l'audace, la bienveillance, le dépassement de soi, la convivialité. Pas difficile, c'est ABCD. Tout en faisant quand même évoluer la structure, l'organisation. Avant, on était quand même une organisation qui était quand même, voilà, complètement basée à Paris, 100% web. Nous, on est une agence de voyage sur mesure qui a été créée en 2008. Et en 2008, on est vraiment la première structure à proposer ce genre de voyage, mais via Internet. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'agence physique. Nos boutiques, c'est notre ou nos sites Internet. Et donc, on est vraiment pure player et on se revendique en plus comme tel. Hein. C'est vraiment, on se construit un peu en opposition au reste du marché, aux acteurs un petit peu plus traditionnels. Et c'est un modèle en plus qui fonctionne très bien avec une croissance qui est très forte, une rentabilité qui arrive très tôt. Après, il se trouve que voilà, la concurrence aussi sur Internet s'intensifie, les acteurs peut-être plus traditionnels viennent eux aussi sur Google, sur l'AdWords. Et donc, ça crée une compétition et donc en bout de ligne, des coûts d'acquisition qui augmentent. Et c'est aussi ça nous a invités à réfléchir un peu au modèle. Donc, d'un modèle qui était quand même 100% Internet. Voilà, aujourd'hui, on a une boutique physique à Lyon. On était 100% parisien. Aujourd'hui, on a des bureaux à Rennes, à Lyon, à Marseille. On a une bonne partie de notre force de vente qui aujourd'hui travaille 100% à distance. Donc on a fait évoluer l'organisation, mais réussi à conserver vraiment ce qui avait fait l'originalité de Marco Vasco. Puis cette envie toujours voilà d'aller de l'avant, d'essayer d'innover, d'avoir des idées, d'avoir des projets, d'essayer de les développer. Durant ton parcours professionnel, il y a forcément eu des coups durs et depuis que tu es chez Marco Vasco également, où est-ce que tu puisses ta motivation quand il y a des moments difficiles? Qu'est-ce qui te fait tenir?
Bah déjà, il y a le tempérament. On parlait en début d'interview de traits de personnalité. Je crois que je suis quelqu'un qui lâche pas. Et puis j'aime bien me lancer des défis, mais plus à titre perso, des défis sportifs. Ça, c'est venu avec les copains de foot où à un moment donné, voilà, on s'est essayé à des défis sportifs, du vélo, des ascensions de col, des triathlons. Donc c'est quand même des efforts physiques quand vous venez pas de ces univers-là qui demandent un peu de préparation et quand vous arrivez, voilà, au sommet de quelque chose, que ça soit un col, une montagne, une épreuve un peu longue, il y a ce sentiment de satisfaction qui reste pas très longtemps, hein, parce que le lendemain ou le surlendemain, vous avez totalement oublié. Mais ça vous donne de la force, du courage pour dire, ouais, à un moment donné dans l'épreuve, ça a été dur. J'ai serré les dents, j'ai pas lâché. Et là, sur le plan professionnel, je traverse une période qui est peut-être un peu compliquée. On pourra peut-être évoquer le Covid, par exemple. Bah, appuie-toi sur ton vécu, sur ce que tu as fait sur le plan perso, sur cette capacité, voilà, à aller de l'avant, à pas lâcher, à se dire c'est dur en ce moment, mais les beaux jours vont revenir. Et je pense que c'est ça, voilà, qui me permet de passer à travers les épreuves de la vie, d'ailleurs de la vie pro ou de la vie perso, hein. Est-ce que on t'a donné un bon conseil qui a été un peu un game changer dans ta carrière? Je pense qu'il y a un conseil qu'on m'a donné, mais je pense qu'on nous le donne à tous. Je pense qu'on n'en prend pas la mesure suffisamment. Peut-être parce qu'on nous le répète vraiment beaucoup et très tôt dans notre vie, c'est celui d'écouter, d'être attentif à son environnement. Et moi, je crois que j'en ai pris la mesure en prépa. J'ai un prof de philo qui disait qu'il fallait être, pour commencer à être suffisamment critique ou être pertinent dans ses prises de position, ses prises de parole, il fallait commencer par être docile, mais docile au sens, c'était au sens latin du terme, c'est se mettre en position d'apprendre. Et l'écoute, voilà, c'est vraiment la meilleure façon de se mettre en position d'apprendre. Donc, pour moi, c'est vraiment le conseil qu'on m'a donné et que j'essaie quand même de me rappeler un peu au quotidien et finalement d'essayer d'écouter tout l'environnement qui m'entoure parce que voilà, il y a de l'information à glaner et les bonnes décisions, elles seront, à mon sens, elles seront prises quand on aura un peu écouté tout le monde. Et c'est l'écoute des autres, mais je crois que c'est aussi l'écoute de soi-même, d'être aussi, voilà, attentif à cette petite voix intérieure qui va te faire prendre les bonnes directions, te faire prendre les bonnes décisions. Est-ce que ce serait le meilleur conseil que tu donnerais également à tes enfants ou à quelqu'un de ton équipe? Ou est-ce qu'il y a un conseil que tu as donné et qui a été marquant pour quelqu'un de ton entourage? Alors, c'est un conseil que je donne, ouais. Et il y en a un autre que j'essaye de donner. Et ça rejoint un peu le côté s'écouter soi-même, mais c'est s'écouter soi-même et puis se faire confiance. En fait, quand on arrive vraiment à se faire confiance, on est, à mon avis, quand même vachement meilleur. On exploite vachement mieux son potentiel. Quelque part, je regrette d'en avoir pris conscience peut-être un petit peu tardivement. Et j'en ai pris conscience vraiment dans le sport. Je suis un grand fan de football, je continue à jouer au foot. Et je me souviens de matchs où j'ai pu être, mais vraiment, mais catastrophique. Mais parce que ce jour-là, j'étais pas bien, je sais pas, j'avais pas confiance en moi, j'arrivais sur le terrain, il y avait quelque chose qui allait pas. Et à contrario, j'ai pu faire des prestations. Alors à mon petit niveau, hein, faut tout relativiser, mais où physiquement j'étais bien, où je me sentais bien, où je me sentais fort, et du coup, j'ai pu tenter, réaliser, réussir des choses. Je me disais ah ouais, quand même tu sais faire ça. Je me suis rendu compte que c'était quand même très lié à la confiance qu'on arrive à emmagasiner. Et tout à l'heure, on parlait un peu des expériences que j'ai pu vivre qui m'ont rendu content, fier, etc.
c'est ces épreuves un peu de la vie qui, à un moment donné, voilà, vous donnent aussi vous avez réussi, vous êtes allé au bout et ça vous donne confiance en vous. Voilà, c'est bien de regarder devant, mais de temps en temps, regardez dans le rétro, regardez ce que vous avez réussi à faire. Parfois, c'est quand même assez prodigieux. Ça doit vous donner de la confiance pour pouvoir avancer. Alors, c'est intéressant de regarder un peu justement dans le rétro. Si on regarde un peu les industries du tourisme et des sports outdoor, elles ont énormément évolué ces 10 dernières années. Quels sont les changements qui, toi, t'ont le plus marqué? Alors, en fait, moi, je suis rentré comme je l'ai dit, dans le secteur en 2015, donc ça fait moins de 10 ans, sans faire le professionnel du secteur désabusé. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des immenses changements sur les 10 dernières années. Et je dis pas qu'il s'est rien passé parce que voilà, et le Covid a peut-être accéléré des tendances, la prise de conscience vis-à-vis de l'environnement. L'IA, c'est très récent, donc ça n'a pas encore eu d'impact, mais ça va en avoir. Mais on peut pas dire que sur les 10 dernières années, ça a eu des gros changements. Et pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de gros changements? Parce que j'ai pas vu de grosses boîtes, de nouvelles structures, de nouvelles entreprises émerger sur les 10 dernières années. Finalement, les principaux acteurs, ils sont plutôt apparus il y a 15 ans ou 20 ans. Bien sûr, vous aurez peut-être des contre-exemples à me donner, mais j'ai pas comme ça en tête des acteurs qui ont émergé, qui ont vraiment changé le game là sur les 10 dernières années. Donc voilà, c'est plus en tête ces évolutions avant Covid, après Covid. Peut-être qu'on peut parler dans ces évolutions la place qu'ont pris les réseaux sociaux dans nos métiers où on est quand même plus sur de l'image, plus sur de la vidéo. Alors encore une fois, c'est une histoire aussi on est dans des métiers où on génère de l'émotion et donc l'image, la vidéo, l'instantanéité, l'expérience utilisateur, effectivement, ça change la donne. Mais je pense pas qu'il y ait eu des bouleversements sur les 10 dernières années comme ça avait eu lieu 10 ans plus tôt avec les arrivées de Booking, Expedia, Airbnb. Airbnb, voilà, je sais pas quel âge ça, mais je pense que ça a plus que 10 ans, ça a plutôt 15 ans ou 20 ans. Plutôt, ouais. Mais alors, du coup, ce que je comprends, c'est que si on regarde plutôt vers l'avenir, pour toi, c'est l'IA qui va être l'un des gros game changers. Est-ce qu'il y en a un autre auquel tu penses? Non, c'est vraiment la date, hein, c'est vraiment l'IA. Alors après, voilà, j'ai pas de boule de cristal. Et puis la fameuse question, comment tu vois le secteur dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est difficile à dire parce que les choses, elles évoluent tellement vite. Peut-être tu peux nous dire comment vous, chez Marco Vasco, vous allez intégrer l'IA dans vos process ou... Déjà, on l'intègre sur les sujets de contenu, de création de contenu, de créativité en fait. Donc en communication, en marketing, sur les sujets rédactionnels. Voilà, la puissance quand même de l'IA générative aujourd'hui. Je pense qu'elle est en partie sur cette capacité, voilà, à rédiger, à synthétiser, à vulgariser. Donc ça, on l'utilise beaucoup donc dans les fonctions que j'ai nommées, mais aussi dans d'autres à la vente. Voilà, ça s'utilise de plus en plus, mais c'est plus dans la relation client. D'ailleurs, au niveau de notre service client, qui est le service qui gère en fait nos voyageurs en départ et puis à leur retour, c'est quelque chose qu'on utilise quand même de plus en plus parce que on gagne en efficacité, on gagne en productivité, le rédactionnel est plus propre. Voilà, on a d'autres sujets sur lesquels effectivement on travaille aussi qui sont moins matures et qui ont plus attrait à la génération de devis et puis aussi à une meilleure connaissance de notre base client et de nos clients. Merci beaucoup Alexandre Vercoutre, DG de Marco Vasco, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 2 points clés à retenir.
Le premier, c'est que le changement fait peur. Attention à ne pas sous-estimer la co-construction des solutions et leur communication lorsque vous mettez en place des changements au sein de votre organisation. Et le deuxième point, quand c'est difficile, appuyez-vous sur votre expérience et sur votre vécu. Faites-vous confiance car la difficulté est temporaire et la réussite finit toujours par arriver. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître Outdoor Minds et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveaux dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.